Eh bien, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux et puis merci à vous toutes et à vous tous d'être venus en nombre. Donc, vous avez vu un petit peu à qui vous avez affaire. Hein. Alors, historien moderniste, oui, parce que quand on est recruté à l'université, il faut avoir une spécialité. Mais très vite, je ne me suis pas contenté de travailler sur l'histoire moderne parce que quand on est à Poitiers, on a guère de concurrence pour travailler sur l'histoire du littoral. Et donc, je me suis mis à travailler également sur le 19e siècle. Et donc ça, c'est assez classique pour les modernistes. Là, au début du 21e siècle, on est un peu annexionniste à l'égard de ce siècle que les contemporanistes n'explorent plus tellement. Et puis, par l'intermédiaire d'implication dans des réseaux et dans des programmes, c'est vrai que je travaille aussi beaucoup sur les littoraux contemporains. Donc, ne serait-ce que pour présenter donc les deux logos là que vous ne connaissez pas, puisque vous connaissez le CRIA, mais bien sûr l'Université de Poitiers. Donc, il existe depuis 2005 un réseau national qui réunit les chercheurs qui s'intéressent aux faits maritimes, mais au départ, nous n'étions qu'entre historiens et désormais, nous sommes pluridisciplinaires. Donc, c'est le groupement d'intérêt scientifique Histoire et Sciences de la mer. J'ai l'honneur d'en présider le conseil scientifique depuis 2017. Hein. Il y a des élections tous les 3-4 ans et donc cette année, je me représente pour un ultime mandat. Dans ce contexte-là, donc on travaille bien sûr avec des historiens, mais aussi avec des voisins disciplinaires que sont les géographes. Bon, ça, c'est assez attendu, mais on va aussi vers les biologistes, vers les géologues. Et donc, ça veut dire que la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, elle est bien sûr appuyée sur des archives, hein, principalement sur des cartes anciennes que je vais vous montrer et que j'ai tenté de schématiser. Et puis aussi sur des données qui sont des données qui n'ont pas été produites par des historiens, mais qui ont été éclairés par des approches historiques. À côté donc de ce GIS Histoire et Sciences de la mer, la région Nouvelle-Aquitaine à laquelle nous appartenons a lancé depuis quelques années de grandes initiatives qui sont des réseaux de recherche régionaux, on les appelle des R3, parce que réseaux de recherche régionaux. Et il y en a un donc, qui s'appelle Rivage, et comme vous le voyez peut-être sur l'écran, eh bien, il est sur les risques, la vulnérabilité et l'adaptation dans la gestion du littoral en Nouvelle-Aquitaine, ce réseau. Et là encore, c'est un réseau pluridisciplinaire où je crois être à l'heure actuelle le seul historien, et il y a pas mal de géographes et beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine des géosciences, puisque ce qui préoccupe à l'heure actuelle la science dans le domaine maritime, c'est, vous le savez, l'élévation graduelle du niveau des océans, les perturbations météo-marines, l'érosion marine. Ce sont tout un tas de choses dont on va parler aujourd'hui en les mettant en lien avec l'économie balnéaire, avec le développement donc, du balnéaire, on va dire, depuis les années 1850 jusqu'à nos jours, en essayant de comprendre qu'on ne va pas s'intéresser aux grandes stations balnéaires, mais on va s'intéresser à tous ces espaces intercalaires qui étaient restés longtemps vierges de toute occupation touristiques et qui ont donné lieu à toute une guirlande de toutes petites stations balnéaires que vous connaissez sans doute. Je ne sais pas, je les cite dans le désordre et complètement en vrac. La Faute-sur-Mer, Ronces-les-Bains, etc., etc. Bon. Dans le cadre donc de ces réseaux de recherche qui sont pluridisciplinaires, on a la chance de pouvoir obtenir des financements sur des programmes. Et donc, l'un des programmes que nous avons lancé, il s'appelle Coralie, comme vous l'a dit Madame Lucchio, et il s'intéresse essentiellement aux questions d'adaptation au changement climatique. Donc, l'un des thèmes sur lesquels on attend vos témoignages, Baptiste attend vos témoignages, puisque ça va faire partie du périmètre de son stage, c'est cette question, si vous fréquentez le littoral, si vous y êtes propriétaire d'une villa, si vous avez vos habitudes dans une station balnéaire, comment est-ce que vous-même, qui habitez, je ne l'ignore pas, donc Poitiers, comment est-ce que vous envisagez ces questions d'érosion, de submersion? Est-ce que c'est quelque chose qui joue dans votre volonté de garder ce bien, de le transmettre à vos enfants, voilà. Et ça va être, ce sur quoi on a formé Baptiste, il est en formation accélérée, hein, on a travaillé 4 heures avec lui hier matin avec une collègue géographe de Bordeaux. C'est vraiment de vous entraîner dans une discussion, on ne va pas avoir une grille avec des cases à cocher ou des choses comme ça. Il vous écoute et puis lui, ensuite, il triera les informations dont le programme peut avoir besoin. Il faut savoir qu'on est des historiens et donc ce que vous avez en mémoire, ce que vous avez entendu de la part de gens que vous avez fréquentés, de vos parents, voire de vos grands-parents, si possible, tout ça nous intéresse.
Donc voilà, il n'y aura pas de limitation non plus. C'est votre rapport au littoral, votre littoral à vous, où, depuis quand, est-ce que vous êtes la première génération à l'avoir fréquenté, est-ce qu'il y en a eu d'autres avant vous, etc. Votre expérience du littoral. Donc, comme vous êtes très nombreux et que je ne peux pas imaginer qu'il n'y aura pas beaucoup de volontaires, j'ai suggéré à Baptiste de vous faire circuler, il va le faire là, une petite grille dans laquelle, si vous êtes intéressé pour être recontacté et pour avoir cette discussion donc avec lui, eh bien, vous pouvez laisser vos coordonnées et bien sûr, votre témoignage nous sera essentiel, il sera anonymisé, ce sont les informations localisées, datées qui vont nous intéresser principalement. Voilà le lien donc entre ce que je vais vous proposer aujourd'hui et puis ce programme de recherche. Donc merci éventuellement de nous venir en aide de ce point de vue-là en permettant à Baptiste donc de collecter des témoignages. Vous êtes des Poitevins maritimes pour certains d'entre vous, c'est-à-dire des gens qui, tout en habitant dans l'intérieur des terres, avaient des habitudes sur le bord de mer et c'est de ça dont on va parler à présent. Alors, vous avez vu le titre de la communication, donc l'histoire miroir du futur. Les grandes préoccupations actuelles, ce sont celles du réseau régional de recherche Rivage. Ce sont deux phénomènes qu'on pourrait qualifier de mécaniques, c'est l'érosion et c'est la submersion côtière. Et mon propos aujourd'hui va consister à essayer de vous faire comprendre comment on a construit des littoraux balnéaires sur le temps long, parfois dès le XVIIIe siècle, mais surtout en ce qui nous concerne à partir du milieu du XIXe siècle, et comment aujourd'hui, face à ces deux phénomènes qui sont l'érosion et la submersion, il y a un questionnement de ces littoraux balnéaires, la question tout simplement de les maintenir en l'état, de pouvoir les défendre face à ces évolutions. Et évidemment, comme on les a construits, vous me voyez venir, moi qui suis historien, l'histoire miroir du futur, c'est est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui s'interroger sur la manière dont on va les déconstruire ? Puisque au lendemain de la tempête Oxynthia, ça a été une grande question. Et si déconstruction il y a, eh bien, est-ce que le rythme auquel on les a construits, les décisions qu'on a prises ne peuvent pas nous aiguiller pour comprendre ce qu'on va abandonner en premier, si tant est qu'on doive abandonner quelque chose, et ce qu'on va au contraire défendre. Alors, il n'y a pas que les questions historiques, il y a aussi des questions très actuelles. J'ouvre juste une petite parenthèse qui n'est pas balnéaire, mais vous le savez, dans l'estuaire de la Gironde, on a une centrale nucléaire au niveau de la mer, à Blaye, ou plutôt à Bro-Saint-Louis. Bon, elle est sur un polder qui a été gagné sur la Gironde en 1920. C'est quand même assez récent, ça a un siècle. Bon, en toute hypothèse, ça doit être une des premières terres à rendre à la mer du jour au lendemain. On ne le fera jamais. Moi, je travaille depuis des mois avec EDF Recherche et Développement qui me demande des cotes extrêmes de tempêtes du passé pour essayer de se prémunir contre les éventuels événements de type tempête et submersion marine qui risquent d'affecter ce secteur-là. Donc là, voilà, un endroit où il n'y aura pas de retour en arrière. Mais il y a plein d'endroits où la question du retour en arrière, évidemment, peut se poser. Alors, comment est-ce que je vais organiser mon propos autour de cette érosion et submersion ? Je vais essayer de vous parler d'histoire, puisque je suis historien. Et puis on va essayer, dans un dernier temps, de se projeter. Voilà, donc histoire, ça veut dire envisager les littoraux pour ce qu'ils sont. Il y a eu des littoraux qui ont été des littoraux actuels, qui sont le résultat d'un processus de dessèchement. C'était des vasières, et puis on les a gagnés sur la mer, essentiellement pour cultiver. Mais aussi pour circuler, parfois pour assainir l'environnement, parce que c'était des lieux où proliféraient un certain nombre de bestioles peu sympathiques et où, notamment, les gens étaient affectés par ce que l'on appelait les fièvres ou la canicule. Les deux termes étaient en circulation en Vendée comme en Charente-Inférieure au XIXe siècle. Et donc, on les a assainis, évidemment, pour se débarrasser de ces pathologies-là. Aujourd'hui, l'une des tendances, c'est d'y habiter. Parce que, justement, ils ont été assainis. Mais ils sont au niveau de la mer, voire sous le niveau de la mer. Donc, ils sont en première ligne par rapport aux risques qui vont nous occuper aujourd'hui. Donc, la question en rouge, la question de l'habitation, de la résidence et de sa durabilité. La deuxième partie, j'aimerais vous entraîner dans d'autres marais qui n'ont pas été réellement gagnés sur la mer, qui sont
des réorganisations, des recréations du bord de mer, de l'estran, de la côte, puisqu'on y laisse entrer, sous certaines conditions, le flot de marée, et puis qu'on le laisse sortir. Ce sont les anciens marais salants, qui sont devenus, en grande partie, des clairs ostréicoles, à partir du milieu du XIXe siècle. Là encore, se pose la question, à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, de la résidence et de la pérennité de cette résidence dans des secteurs comme ceux-là. Et puis, avec ces deux premières parties, vous le verrez, on est sur des façades maritimes qui sont plutôt des façades abritées par rapport aux grands mécanismes météo-marins, au premier rang desquels il y a la houle. Hein. Quand on a des zones qui ont été gagnées sur la mer pour faire de l'agriculture, quand on a des zones qui ont été gagnées sur la mer pour faire de la saliculture, puis de l'ostréiculture, on est souvent dans des zones abritées, des zones dont finalement le seul principe mécanique qui vient les affecter, c'est le mouvement de la marée et les courants latéraux qu'elle produit. C'est autre chose quand on s'intéresse aux côtes qui sont ouvertes vers le large. Les côtes occidentales des grandes îles, Noirmoutier, Oléron, Ré, ou bien la côte des Landes, où il n'y a pas beaucoup d'abris devant, il n'y a pas beaucoup de brise-lames devant. Donc là, le principal moteur mécanique qui vient affecter ces côtes-là, c'est la houle. Donc un mécanisme de grande ampleur, je vous le rappelle, qui a ses origines dans les mécanismes de l'atmosphère. Vous avez une dépression qui arrive au large. Cette dépression, elle a tendance à agiter la masse du plan d'eau et il va y avoir un grand mouvement circulaire ample qui va venir briser sur les côtes, déferler et délivrer surtout une énergie phénoménale à mesure qu'il touche les côtes. On en a fait quelque chose de ces côtes-là, pas depuis 1850. On en a fait quelque chose de manière beaucoup plus récente. Et c'est ça qu'on va explorer aussi. Et puis dans la dernière partie, ces zones-là, elles sont confrontées aux mêmes mécanismes dont elles ont essayé de se prémunir pendant des siècles. Et aujourd'hui, il y a les changements environnementaux et leurs conséquences qui viennent ajouter des contraintes supplémentaires. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà un petit peu l'une des questions qu'on posera et à laquelle on ne donnera pas de réponse, puisque l'objectif, c'est qu'on vous demande, vous, ce que vous en pensez au final. Mais vous aurez des éléments supplémentaires, peut-être, pour y réfléchir. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par nous intéresser aux zones qui ont été desséchées. C'est le marais Poitevin, par exemple. Le marais Poitevin, ça date les premiers dessèchements du XIIe, XIIIe siècle. La mer venait jusqu'à Niort, il y avait un port maritime, il était à l'endroit où il y a les halles aujourd'hui, au pied du donjon. Donc voilà, la mer venait jusque-là. Bon, et puis progressivement, les grandes abbayes, au premier rang desquelles l'abbaye de Maillezais, mais pas seulement elle, ont procédé à des dessèchements. Alors un dessèchement, c'est simple, vous avez le schéma sous les yeux, et puis après je vous parlerai de ce beau plan de la fin du XVIIIe siècle. Un dessèchement, c'est simple. À l'avant du trait de côte qui est symbolisé par le petit village perché, là. Alors il est modestement perché sur une butte qui est 4, 5, 10, 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. On va ériger une digue parallèle à cette côte, et puis à l'intérieur, on va créer un réseau hydraulique qui permet de drainer à la fois les eaux de mer qui peuvent accidentellement y entrer, mais surtout et principalement les eaux de pluie qui vont s'y accumuler, puisqu'on a créé une digue, on a créé une cuvette, quoi. Ça s'appelle un polder, ça vient d'un mot hollandais qui signifie dessèchement, on peut appeler ça dessèchement en français. Donc ce sont des marais qui sont gagnés sur des vasières, des zones qui sont à l'origine alternativement recouvertes et découvertes par la mer, ce que les géographes appellent de l'estran, quoi. Cet estran, on l'arrache au flot de marée, on endigue, et puis on crée un réseau hydraulique à l'arrière, un réseau hydraulique qui est contrôlé par une maison, autrefois une maison d'éclusier, aujourd'hui une écluse électrique. Et le principe de l'écluse, c'est très simple. C'est un principe qu'on a exporté en Amérique du Nord chez nos amis acadiens, qu'eux appellent les aboiteaux, ont appelé les aboiteaux. C'est un mot qui existe aussi dans le marais Poitevin. Vous avez une porte à la sortie du canal qui sert à drainer la zone humide. Cette porte s'ouvre à marée basse pour faire sortir l'eau douce, et elle se referme à marée montante par la simple pression de l'eau de mer, et empêche l'eau de mer d'entrer dans le dispositif, et ça sert essentiellement à faire de l'agriculture. Ça a été promu par les abbés au Moyen-Âge, puis par la monarchie, on va dire en marche vers l'absolutisme, notamment la grande ordonnance d'Henri IV en 1599, en faveur d'un entrepreneur flamand qui s'appelait Humphrey Bradley, comme son nom ne l'indique pas.
Il était flamand, mais il a un nom plutôt britannique. Et ensuite, il y a eu des ordonnances sous Louis XIII. Il n'y en a pas eu beaucoup sous Louis XIV, mais à nouveau sous Louis XV et beaucoup sous Louis XVI. Et quand on compare le rythme des gains sur la mer pour des questions agricoles avec l'augmentation de la population en France, la corrélation est très nette. On avance, on conquiert des terrains sur la mer sous l'Ancien Régime et jusqu'au XIXe siècle, en raison de l'augmentation démographique et de la nécessité de nourrir de plus en plus de monde avec ce qui constitue 80 à 90% du régime alimentaire d'autrefois, c'est-à-dire des céréales. Donc on a besoin de champs, et on le fait sur la côte, on le fait également dans la Dombe, très loin de la côte, on le fait un petit peu partout, où il y a des zones humides qui peuvent être desséchées. Le beau plan que je vous ai montré, qui est conservé au service historique de la défense de la marine, dans le fonds marine à Vincennes, c'est un plan de Charon. Vous voyez l'île de Charon au milieu avec un petit moulin à vent que vous pouvez identifier assez facilement sur l'île. Et puis devant, vous avez des carrés. La mer, elle est du côté de la Rose des Vents. Donc qu'est-ce qu'on fait sous le règne de Louis XVI? Vous voyez, Louis XV, Louis XVI, on est à cheval entre les deux. Eh bien, il y a une maison noble à Charon, le seigneur du coin, il s'appelle le marquis de Chertan-de-Seuil. C'est un investisseur, c'est un seigneur local, mais c'est un investisseur. Il est dans les gabelles, il achète des parts dans des compagnies de commerce, etc. Et il a ses entrées dans les couloirs de Versailles, il va obtenir un privilège pour pouvoir s'approprier des vasières qui normalement relèvent de ce qu'on appelle en droit le domaine public maritime et qui ne sont pas susceptibles d'être appropriés par des personnes privées. Mais lui va obtenir ce privilège de la part de Louis XV, confirmé par Louis XVI, et il va reculer de 500 mètres le trait de côte de Charon. Dans les 500 mètres intercalaires, il y a des champs. Vous le voyez sur le plan, ce sont des champs en petits carrés. Ça veut dire qu'il y a une digue à la mer, mais il y a aussi des digues qui transforme le secteur qu'on a gagné sur la mer en autant de casiers étanches les uns par rapport aux autres qui font que si la mer rompt la digue à un endroit, il n'y a qu'un secteur qui va être submergé. On va voir tout de suite qu'aujourd'hui, quand on se rend dans ces secteurs-là, les petites digues latérales, perpendiculaires à la digue à la mer, elles n'existent plus. Bon, et vous savez pourquoi? Parce que la grande agriculture est passée par là et qu'on a dit c'est pas pratique, voilà. Alors là, on est à la fin du XVIIIe siècle. On peut aller un petit peu dans l'intérieur des côtes, par exemple du côté de Tonnay-Boutonne en Charente-Maritime. Donc là, on est le long de la Boutonne. Bah, vous voyez cette carte-là, ce détail de la carte du 48e carré. Ah oui, elle est bien sombre, malheureusement. Donc vous voyez rien. Alors je vous décris ce que le géographe a écrit sur cette carte. Il a écrit au milieu de Tonnay-Boutonne, entre les collines, marais qui a été autrefois desséché et est à présent totalement inondé. Donc ça veut dire que quand on arrache un territoire à la zone humide, il faut l'entretenir. Si on ne l'entretient pas, là on est en 1708, donc il a été autrefois desséché, il est à nouveau inondé. Dans la partie ici, on a un plan du 19e siècle qui nous montre que la zone humide, elle commence à être aménagée. Il y a parallèlement au trait de côte que vous voyez, là, qui est la côte ancienne de Tonnay-Boutonne, il y a un canal qui a été creusé au milieu de cette zone humide. C'est le début du drainage. Donc ça correspond à ce que je vous ai montré sur la diapositive précédente. Alors qu'est-ce qu'on a fait de ces territoires-là, qui avaient été gagnés sur la mer pour des questions d'augmentation du potentiel agricole et, on va dire, de capacité à nourrir la population. Ça avait été aussi gagné sur la mer pour contenter des grands entrepreneurs qui y voyaient une occasion de faire, évidemment, des bénéfices, de la plus-value. Ils étaient seigneuriaux avant la Révolution française. Ce sont des grands propriétaires au XIXe siècle. Il y a guère de changement. Au XXe siècle, voilà ce qu'on en fait de ces territoires-là. Vous avez, là on y voit quand même un petit peu quelque chose. Vous avez l'estuaire du Lay qui passe au milieu de cette représentation, qui est une représentation de laser aéroporté. Vous savez, on embarque un laser dans un avion et puis on passe au-dessus d'une zone qu'on veut reconnaître de manière topographique. Et donc, on envoie des faisceaux laser tous les mètres, tous les 50 cm, voire tous les 10 cm dans certains endroits, pour avoir une cartographie de la topographie qui soit la plus exacte possible. Et puis en fonction du temps de réponse du laser, parce que le laser va ricocher sur le sol, on a une carte avec des points auxquels sont associés ce temps de réponse. Et donc à ces temps de réponse, on va associer des couleurs. Plus le temps de réponse est court, plus la couleur est chaude.
parce que c'est à une zone d'altitude. Plus le temps de réponse est long, plus il faut aller chercher le sol profondément, et plus on va être dans des couleurs qui vont être vertes, bleues, en ce qui concerne l'estuaire du Lay. Donc le Lay, c'est un petit fleuve fort sympathique qui draine la moitié sud pratiquement de la Vendée, dont c'est le bassin versant, donc environ 2500 km². Et puis il débouche entre l'Aiguillon et la Faute-sur-Mer. Et vous le savez, un des événements les plus graves qui se sont passés pendant la tempête Xynthia dans la nuit du 27 au 28 février 2010, c'est la submersion de ce village qui a été étendue derrière la digue, dans une zone très creuse. Elle est verdâtre ici sur ma carte. Vous la voyez là, ça veut dire qu'elle est définitivement sous le niveau de la mer de 1 mètre, 1,50 mètre, voire 2 mètres à certains endroits. Donc, quand la mer a repris ses droits, comme on le dit, comme on le lit facilement dans les médias, eh bien, les gens ont eu de l'eau jusqu'au toit, parce que dans ces zones-là, comme un peu partout sur le littoral, on s'était piqué de faire de l'urbanisme, on va dire, au goût du pays à partir des années 90. Il y avait des chartes architecturales et on interdisait aux gens de construire des étages, parce qu'on leur disait la maison de pays, c'est une maison de plein pied. Heureusement, les architectes qui ont pondu ce genre d'ineptie n'ont pas dit, parce que c'était le cas en sud Vendée, c'est une maison de plein pied semi-enterrée. Là, ça aurait été encore pire. Parce qu'à l'époque, elles étaient comme ça, puisqu'on les construisait exclusivement sur les dunes ou sur les buttes calcaires. Et comme on avait très peu de matériaux de construction, pour gagner, on va dire, des possibilités en termes de construction, on les enterrait de 1 mètre, 1,50 mètre, et on avait moins de murs comme ça à ériger. Bon. Heureusement, on n'en est pas venu à faire ce genre de choses. Le résultat, vous le savez, c'est que sur les 53 morts que la tempête Xynthia a causées en 2010, il y en a eu 29 dans la cuvette, la fameuse cuvette, la funeste cuvette de la Faute-sur-Mer. Et en fait, le petit graphique que je vous ai présenté sur la partie, sur l'autre partie de la diapositive, eh bien, elle est là pour vous montrer comment ça a fonctionné, cette modification des usages. Vous le voyez, la digue qui était en vert, la digue du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, peu importe, la première digue à la mer, eh bien, elle a été doublée au XIXe ou au début du XXe par une deuxième digue à la mer qui est en mauve ici sur mon document. Et puis, on a fait passer une route qui va jusqu'à la digue à la mer. Et comme il fallait lui faire traverser la première digue qu'un géographe appellerait facilement une digue de retrait ou de repli, on a fait une encoche dans la digue de repli. Et donc la mer est passée par là, évidemment, parce que dans le même temps, la grande agriculture céréalière est arrivée et on a effacé les digues qui étaient perpendiculaires à la digue à la mer. On a enterré les drains. Et puis, on a fait un boulevard facile pour, lorsque la mer, finalement, submerge la digue qui est en première ligne. Autre élément assez intéressant concernant ces paysages de marais gagnés sur la mer, de marais agricoles gagnés sur la mer, vous avez vu qu'on est dans des contextes d'estrans vaseux. Donc ça veut dire qu'il y a de la sédimentation. Mais quand vous érigez une digue, il n'y a plus de sédimentation. Donc ça veut dire que le terrain que vous avez enfermé derrière la digue, lui, il reste au même niveau. Alors qu'à l'avant de la digue, le terrain, l'estran, lui, il continue à s'exaucer. Parce que la vase continue à tomber. Donc la deuxième digue que vous allez construire, elle va enfermer un terrain qui est plus haut topographiquement que le plus ancien. Donc quand la mer va submerger la première digue, non seulement elle aura la facilité de passer d'un polder à un autre, mais en plus, il y aura une pente dans ce sens-là. Donc inutile de vous dire que pour les maisons, et c'était le cas par exemple à Charon, c'était le cas aussi à la Faute-sur-Mer, pour les maisons qui ont été construites dans les années 80 ou 90, dans ces polders, parce que les gens voulaient vivre près de la mer, alors pas forcément pour se baigner, parce que là c'est de la vase, mais surtout parce que quand on est à Charon, on est à 25 km de La Rochelle et que le foncier est beaucoup moins cher qu'à La Rochelle, et que si on y travaille, c'est faisable de faire ça à l'aller-retour dans la journée, eh bien ces gens-là se sont retrouvés piégés dans leur maison. À Charon, ça a été moins dramatique qu'à la Faute-sur-Mer, mais il y a quand même eu 3 décès. Voilà. Donc, vous le voyez, ce qui s'est passé en 2010 au moment de la tempête Xynthia, n'a pas été une répétition générale de ce qui va se passer dans l'avenir, mais a été un événement extrême, comme il y en avait eu bien d'autres avant, on le verra à la fin de mon exposé, si j'arrive à aller jusqu'à la fin, parce que je m'aperçois que je suis quand même assez bavard. Le résultat de tout cela, c'est que on a transformé complètement ces paysages-là,
Et on les a surtout transformés au mépris des précautions qui avaient été prises par les générations successives de bâtisseurs de littoral, puisque ce sont des littoraux qui ont été bâtis. Alors on a un petit peu les mêmes configurations quand on s'intéresse aux paysages du sel et des huîtres. Si ce n'est que les paysages du sel et des huîtres, à l'abri des digues, on a un paysage qui est fait pour laisser entrer l'eau de mer, parce qu'on en a besoin pour faire du sel, ou pour laisser les huîtres s'engraisser. Et puis, on peut également faire sortir cette eau de mer à marée descendante, quand il y a des grands coefficients de marée, ne serait-ce que pour renouveler l'eau, notamment dans le cas de l'ostréiculture. On a un peu le même système, et vous le voyez sur la carte produite par Pierre Tardy concernant le Fier d'Ars et son environnement. En fait, le Fier d'Ars, c'est une espèce de puzzle de marais salants, puis ostréicoles. Donc ça commence au XIIIe siècle, et chaque promoteur de marais salants ou de clairs ostréicoles à partir du milieu du XIXe siècle est venu ajouter son petit marais en avant de celui des autres. Et donc on a comme ça un puzzle, mais c'est un paysage d'éponge. C'est-à-dire que la marée peut y entrer, elle va être stockée, puis elle peut ressortir. Évidemment, quand on transforme ce paysage-là, par exemple en ajoutant de nouvelles digues à l'avant, comme vous l'avez sur la représentation que j'ai réalisée à partir d'un plan de Victor Coste qui a été dressé dans la Seudre du côté de Marennes en 1855, toutes les zones qui sont en vert, c'est du sel, et puis en 1824, c'est les premières clairs ostréicoles, et 30 ans plus tard, c'est le second rideau de clairs ostréicoles. Vous voyez qu'on a gagné des terrains sur la mer, on a réduit l'impact, ici on est dans l'estuaire de la Seudre, et au final, comme on le voit sur le schéma qui est sur l'autre partie de la diapositive, eh bien, on a transformé les marais qui étaient à l'arrière en zones on va dire, de friches, désormais disponibles pour bâtir, pour de la résidence. Parce qu'on est sur des zones qui sont certes pas très balnéaires, les rives de la Seudre, c'est pas très balnéaire. Quand vous êtes à Étaules ou à Arvers et que vous allez du côté de la Seudre, vous vous baignez pas. Mais par contre, si vous prenez votre voiture et que vous allez de l'autre côté, vous êtes à la Palmyre et c'est formidable. Donc du foncier là, il y en a pas cher. Et puis l'intérêt d'attirer du monde, il est de l'autre côté, du côté de la côte Aoul, dont on va parler tout à l'heure, et qui va, dans ce coin-là en tout cas, cumuler les handicaps. Alors là, on est en 1850, ça fonctionne encore bien. Vous me voyez venir, au XXe siècle, on va faire, comme à Charon, comme dans les paysages de polders agricoles, dans ces zones de marais salants devenues des zones de clairs ostréicoles, au XXe siècle, on va faire n'importe quoi. On va faire n'importe quoi, alors allons-y. Je commence par mon petit schéma, oui, on va faire descendre les lotissements vers les zones qui étaient jadis des marais salants, qu'on n'a pas transformés en clairs ostréicoles parce qu'ils sont trop loin de la mer, pas facile à faire boire et déboire, comme disent les ostréiculteurs, c'est-à-dire faire entrer l'eau de mer, la faire sortir pour la renouveler. Et donc, c'est des endroits qui sont commodes, qui sont pratiques, le foncier n'est pas cher, puisqu'il ne vaut rien, les gens ne peuvent pas l'utiliser pour faire, à moins que ce soit pour faire du pâturage extensif, voilà. Et on va construire là-dedans. Et puis, à l'avant de ces zones-là, on ne va pas se priver de faire ce qu'on a fait dans les marais agricoles, c'est-à-dire percer les digues, faire passer des routes, etc. Bon, ça, c'est l'héritage du XXe siècle. Vous avez sur la partie... on le voit quand même un petit peu. La photo aérienne de 1950 en noir et blanc, il n'y a pas de bâtiment. Là, on est sur la côte est de l'île d'Oléron, celle qui regarde le continent. Pas de bâtiment dans les années 50. En revanche, dans les années 2000, vous voyez les bâtiments, là, dans la partie en haut à gauche de mon image. Il y a un village de mobil-home, et puis il y a quelques maisons qui sont mélangées avec. Bon, voilà, on est sous le niveau de la mer, à proximité des marais ostréicoles. Oui, ça a du charme, c'est sûr, mais c'est hyper dangereux de vivre dans des secteurs comme ça. Et j'ai envie de vous dire, parce qu'il faut quand même leur faire un sort rapidement, le guichet de délivrance des permis de construire, il n'y a pas à regarder de trop près pour savoir si c'était dangereux, pas dangereux, etc. En tout cas, jusqu'en 2010... et la tempête Oxyntia, ce sont des questions qu'on s'est peu posées. Et on verra pourquoi. Alors vous le voyez, on a fait le tour de ces côtes, on va dire, abritées, de ces côtes préservées, que depuis le XIIIe, le XVIe, le XVIIIe ou le XIXe siècle, on a recréé, en aménageant principalement des digues, des réseaux hydrauliques à l'arrière des digues et en créant des générations successives de gains territoriaux sur la mer. Et puis au XXe siècle, on a urbanisé
ces secteurs-là, ou en tout cas, on les a livrés à l'urbanisation, avec des secteurs qui, effectivement, par exemple à Charon, un truc extraordinaire, le lotissement dans lequel il y a eu 3 morts en 2010, il s'appelle le lotissement de la Lesse. La Lesse de haute mer, l'endroit où la mer, quand elle arrive, dépose les bois flottés, les coquillages, etc. Donc ça veut dire qu'on était conscient, quand on a donné le nom au lotissement, que la mer venait jusque-là. On ne s'est pas posé la question de savoir si, extraordinairement, elle ne pourrait pas revenir. Bon. Donc là, vous voyez un petit peu l'espèce de tension qu'il peut y avoir entre la manière dont on a aménagé ces territoires-là. Alors, j'en parlais ce matin avec des étudiants de master sciences politiques à Poitiers, avec plein de raisons qui expliquent que dans cet intervalle de temps, on va dire, surtout après la Seconde Guerre mondiale, en 50 ans, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé principalement 3 choses qui, de manière sociale, expliquent qu'on a bâti à ces endroits-là et qu'on n'a pas pris trop de précautions. La première chose, c'est la mobilité géographique des gens. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à voir des enfants d'agriculteurs, de pêcheurs, de stréiculteurs qui ont fait des études et puis qui ne sont pas restés là. Donc les biens se sont vendus, il y a eu de nouveaux acquéreurs. Les nouveaux acquéreurs, on ne leur a pas donné le mode d'emploi du territoire avec. C'est un premier élément, la mobilité géographique, sociale aussi en réalité. Et ces nouveaux acquéreurs de biens, souvent, sont évidemment des résidents secondaires. Parce qu'on n'était pas dans des zones où le développement économique attirait des emplois pérennes à l'année. D'ailleurs, c'est encore la problématique aujourd'hui de ces zones-là. Il y a beaucoup d'emplois, mais saisonniers. Bon. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui explique qu'on a occupé ces zones qui n'auraient jamais dû être occupées, c'est que on a eu un espèce de passage de témoin technique dans ce qu'on pourrait appeler le management du risque côtier. Jusque dans les années 60-70, on a des acteurs qui managent le risque côtier et qui s'intéressent beaucoup aux archives. Ils les conservent, ils les classent, ils s'intéressent à ce qui s'est passé avant, pour savoir ce qu'on va pouvoir demander à ces territoires et ce qu'il faut y interdire comme type d'activité. Et à partir des années 70, on bascule dans ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire la modélisation numérique des projets, de la prospective, etc. Et on range les archives, on les envoie dans les archives départementales. Ce qui fait que quand vous faites le tour des archives départementales des littoraux aujourd'hui, et que vous demandez la date de versement des archives, par exemple des ponts et chaussées, qui s'occupaient de cette question du management du risque côtier, et bien souvent on vous dit 1965, 75, quoi. C'est à ce moment-là que les archives sont entrées. Et puis il y a eu des versements complémentaires, mais les gros versements, c'est à ce moment-là. Parce que dans les usages de ceux qui avaient pour mission de protéger les habitants, mais aussi les gens qui avaient leur outil de travail dans ces zones submersibles, dans ces zones situées sous le niveau de la mer, eh ben, on a changé de pratique, on a abandonné l'archive et on s'est tourné un peu plus résolument vers la modélisation, le numérique, etc. Et puis il y a un troisième élément qui a à voir avec la politique. C'est que dans l'intervalle, vous le savez, on a eu 2 lois de décentralisation dans les années 80, dans les années 90, et que les fameuses compétences là, qu'on a transférées de l'État vers les collectivités territoriales, eh bien, parmi elles, il y a eu la délivrance des permis de construire, l'instruction des dossiers d'urbanisation, en même temps qu'on changeait de mode de travail. En même temps qu'on laissait les archives aux archives pour les historiens et qu'on passait à d'autres outils pour prendre des décisions et pour évaluer les risques. Donc vous voyez, il y a eu au moins 3 ruptures. Une rupture mémorielle de gens qui habitaient là depuis plusieurs générations et puis qui sont partis. Et donc de nouveaux habitants sont arrivés et ont acquis des biens sans qu'on leur ait donné vraiment le mode d'emploi. Et puis ensuite, on a ce basculement technique et ce basculement politique qui fait que les échelons locaux de la direction départementale de l'équipement sont devenus des échelons locaux de la direction des territoires, attachés au conseil départemental, qui s'appelait à l'époque conseil général, avec de nouveaux acteurs, ou parfois les mêmes, mais à qui on a appris à travailler autrement. Donc, vous voyez, ça, ce sont 3 ruptures absolument essentielles qui expliquent en grande partie les raisons pour lesquelles on a fait n'importe quoi. On n'a pas fait n'importe quoi en
pas toujours en toute connaissance de cause. Il se trouve qu'en 2014, quand le procès du maire de la Faute-sur-Mer s'est ouvert, moi j'ai été cité comme témoin des parties civiles. Et que j'ai ouvert le procès au Sables d'Olonne, et j'ai raconté cette histoire que je suis en train de vous raconter à vous. Et je voulais pas trop charger la mule parce que je savais qu'il allait y avoir d'autres débats mais bon, il y a aussi eu, il faut le dire, des endroits où sciemment, en toute connaissance de cause, on s'est dit bah c'est pas grave quoi. Voilà. La mère, oui, elle est venue, elle reviendra peut-être, mais bon. Voilà. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de travailler avec le département de la Vendée sur une fresque audiovisuelle avec l'Institut national de l'audiovisuel. On m'avait demandé de prendre en charge le dossier littoral et j'ai revu avec grand plaisir des enregistrements du maire de la Faute-sur-Mer dans les années 2010, début des années 2010, où il disait « Rendez-vous compte, on m'a interdit de construire derrière la digue, alors qu'il suffit de remblayer un petit peu et puis de mettre 2 rangs de parpaings de plus. » Et l'affaire est réglée. Bon, inutile de vous dire que cet extrait-là que j'avais méticuleusement choisi pour le faire figurer dans la fresque audiovisuelle, vous ne le trouverez pas. Mais il existe dans les archives de l'INA. Ils l'ont toujours. Mais on ne l'a pas mis en avant, évidemment, dans ce type d'opération, qui est une opération un peu de marketing territorial, destinée à faire connaître le littoral de la Vendée, et pas que, hein, puisqu'il y avait plein de thèmes qui étaient développés. Voilà. J'espère pas trop être en mode digression pour vous. J'espère que vous me suivez. Voilà, je vous parle un petit peu de moi, de la manière dont j'ai fait évoluer ma carrière de chercheur ces dernières années. On fait beaucoup de choses, en fait. On est très sollicité pour faire plein de choses auxquelles on n'avait jamais pensé qu'on serait appelé à répondre au tout début d'une carrière d'universitaire. Alors, on a fait un sort aux littoraux abrités, aux littoraux à vasières, où le principal mécanisme qui peut affecter ces littoraux-là, c'est la marée. Intéressons-nous, si vous le voulez bien, aux littoraux à houle, hein, c'est-à-dire à ce qui se passe à la Palmyre, sur la côte océanique de l'île d'Oléron, de l'île de Ré, de l'île de Noirmoutier, sur la côte des Landes, à Soulac, qui a été évoqué tout à l'heure par Madame Lucchio. Voilà. Comment ça marche? Eh bien, ça marche avec un truc que vous n'allez pas voir, j'imagine, parce que c'est peut-être trop foncé. Ah, c'est tout juste. Retenez qu'au XVIIIe siècle et jusqu'au milieu du XIXe siècle, dans ces endroits-là, qui sont des côtes à dunes, il n'y a personne. C'est-à-dire, aujourd'hui, où vous avez Lacanau, Biscarrosse, Arcachon, Soulac, toutes les petites stations balnéaires des côtes océaniques des îles, la Palmyre, il n'y a rien. Mais quand je dis rien, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas de forêt. Il y a du sable. Il n'y a que du sable. Comme on le sait, c'est des zones où la navigation à voile, qui n'est pas parfaite à l'époque, fait naufrage. Et les pauvres naufragés, quand ils sont rescapés, la plupart du temps, la première chose qu'ils disent, c'est « On a cru qu'on ne sortirait jamais de cet affreux désert ». Tellement, ces zones de dunes leur font penser au désert, que la plupart d'entre eux ont connu, parce qu'ils naviguent à la traite négrière, donc ils vont le long des côtes africaines, ils savent ce que c'est que le désert. Donc quand ils font naufrage sur les côtes du golfe de Gascogne, s'ils doivent traverser les espaces de dunes de plusieurs kilomètres, sans repère aucun, pour eux, c'est comme quand ils étaient dans le désert, quand ils ont fait escale sur les côtes africaines pour traiter les malheureux esclaves. Donc, ils ont une représentation très fiable, pour l'historien en tout cas. On peut penser qu'ils savent de quoi ils parlent. Il n'y a rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'y va jamais, que les habitants n'y vont jamais, mais les habitants, ils sont loin. Ils sont loin à l'arrière, vous le voyez là sur mon petit schéma. Le village, il est toujours en retrait, loin des dunes, parce que ces dunes de sable, elles bougent. On disait autrefois, les dunes marchent en Arvers, dans le pays d'Arvers, la presqu'île donc à côté de Royan. Et on ne compte pas le nombre de villages qui ont été engloutis sous les sables par le mouvement des dunes. Saint-Trojan, au sud de l'île d'Oléron, aujourd'hui reconstruit, mais autrefois sous la dune. Au début du XVIIIe siècle, le géographe de Louis XIV, qui s'appelle Claude Masse, écrit « Je suis passé à cheval », là où il y avait le clocher de l'église de Saint-Trojan. Je suis passé à cheval, je suis passé sur la dune, sur le vieux Saint-Trojan enseveli. Soulac, il y a un vieux Soulac. Il y a la même chose en Arvers, c'est Notre-Dame de Buse, à côté d'Étaules. Et il y en a aussi en Sud-Vendée, et il y en a un peu partout, des villages comme ça. Parce que ces côtes à dunes
elles sont mobiles. Alors, la dune, c'est un objet que j'ai appris à connaître. J'étais comme tout le monde. Pour moi, une dune, c'était un tas de sable. Et je ne comprenais pas que l'ONF disait « il ne faut pas piétiner la dune, gna gna gna, c'est du sable ». Donc, bon. Et en fait, la dune, c'est vivant. Évidemment, parce que ça se végétalise quand ça ne bouge pas trop. Mais les géomorphologues nous disent une dune, ça bouge, naturellement, sous l'effet du vent. Alors, la tempête, généralement, il y a un mouvement saisonnier. L'hiver, ça recule, et donc, mais ça recule d'un seul bloc. Ça veut dire que ça ensevelit les cultures ou les villages qui sont à l'arrière. Tant que ce n'est pas bloqué par une forêt de pins, par exemple. Une dune, ça bouge. Et puis l'été, c'est plus sympa parce qu'à l'avant, la mer recharge la plage, puis quand il y a du vent, la plage recharge la dune. Et donc ça a tendance à nouveau à reprendre sa place l'été. Vous voyez, il y a un mouvement saisonnier. Et puis, il y a un mouvement pluriannuel. C'est-à-dire qu'en termes de ce que les géomorphologues appellent le bilan sédimentaire, une dune, ça peut reculer pendant des années. Puis après, pendant plusieurs années, ça peut recommencer à avancer. Mais ça ne fonctionne que dans l'état 1700 et avant, 1800 et avant, 1850 et avant. C'est-à-dire avant qu'on ait fixé la dune. Et on l'a fixé avec quoi? Vous le savez tous et toutes. Avec la forêt. On a commencé à fixer la dune avec la forêt. Pourquoi est-ce qu'on a fixé la dune avec la forêt? D'une part pour la fixer, comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi parce que c'était rentable. Le pin, on pouvait le saigner, on pouvait récolter la résine. On était à l'époque, on n'était pas dans l'ère pétrolière, donc on n'avait pas de chimie des pétroles. On faisait des peintures, des colles, on faisait tout un tas de choses. Tout était bon dans le pain, quoi. Avec de l'essence de térébenthine. On faisait quantité de choses, quoi. Donc, ça avait un grand intérêt, en plus de l'intérêt de sécuriser les zones qui étaient à l'arrière et de enfin pouvoir faire des cultures pérennes dont on ne craindrait pas que la vigne, le potager, le champ céréalier soient recouverts par le sable à l'hiver prochain. Donc, c'était vraiment l'une des principales préoccupations. Mais vous le voyez sur mon petit schéma, pendant très longtemps, on s'est contenté de parcourir les dunes. C'est-à-dire de venir du village et puis de passer par ce qu'on appelait une passe. Alors dans ces endroits-là, il n'y avait pas de sentier dédouanier. Vous voyez, la circulation elle était perpendiculaire. On traversait le massif de dunes, les douaniers le faisaient, parce que les pilleurs d'épaves le faisaient. Donc les douaniers allaient voir ce que les pilleurs d'épaves faisaient. Il y avait également, vous le voyez sur les rochers qui sont à l'avant, parce que parfois il y a des dunes perchées, là c'est plutôt une représentation côte ouest de l'île d'Oléron, avec un substrat rocheux et puis des dunes qui sont perchées au-dessus. Sur les rochers à l'avant, on multipliait les écluses à poissons, et on le faisait à la fois pour avoir évidemment la ressource halieutique de la pêche de l'écluse à poissons, mais on le faisait aussi, on a des archives très précises de la part des administrateurs royaux, on le faisait aussi pour briser la houle. Parce que les murs d'écluse, ils étaient faits de façon très robuste, et ils pouvaient briser la houle et donc empêcher un peu l'érosion d'hiver, quoi. Voilà. Donc il y avait tout un ensemble de pratiques qui faisaient que la dune était mobile. À l'avant, on avait des écluses à poissons, on allait sur la plage pour piller les épaves l'hiver. Et puis il y avait aussi des lagunes. Là, je vous ai mis une anse, un marécage avec un flux et un reflux. Il y avait beaucoup de lagunes. Sur l'île d'Oléron, il y en avait au moins 4 ou 5. Le long des côtes des Landes, les lacs actuels ont longtemps été des lagunes, où la mer entrait et sortait. Puis après, elles se sont fermées, sont devenues des lacs. C'était un peu comme la côte du Languedoc, avant la création de la Grande Motte et de tout ce que vous pouvez connaître, Argelès-sur-Mer, etc. Bon. Ces côtes-là se ressemblaient toutes. Et on n'y intervenait pas. Parce qu'il y avait un écosystème en équilibre avec lequel on s'accommodait fort bien. Il y avait des contraintes, mais il y avait aussi des avantages. Piller, ramasser, aller dans les écluses à poissons, tout ça, c'était un mode de vie traditionnel qui permettait aux gens, somme toute, d'avoir une vie tout à fait convenable, en paix avec la mer. Et puis, au XIXe siècle, on a tout changé. On a desséché les lagunes. Et puis, au XXe siècle, dans ces lagunes qui étaient desséchées, donc qui étaient des zones basses, on s'est dit, tiens, ça va être pratique pour mettre les stations d'épuration. Puisqu'on va mettre des égouts là où on aura mis des lotissements. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des zones basses, avec risque de submersion, et des stations d'épuration dedans, avec des polluants, etc., des trucs très sympas, quoi, évidemment, dont on ne sait pas trop quoi faire.
La dune, on l'a fixée. Et puis, au XXe siècle, on s'est rendu compte que, oui, pendant longtemps, on l'avait fait avancer, grâce à la mer, aux palissades qu'on avait installées, etc. Et qu'au XXe siècle, elle commence à reculer. Oui, mais elle recule, mais elle s'amincit, parce que derrière, elle ne peut plus reprendre la place qu'elle prenait au temps où elle n'était pas bloquée. Autrefois, elle gardait la même épaisseur. Le dispositif se décalait, recouvrait des terres à l'arrière. Là, on a fait des routes. Là, on a implanté des maisons. Alors évidemment, ça ne marche plus. Et on n'a plus qu'à observer, année après année, l'amaigrissement des cordons de dunes et à prier pour qu'en certains endroits, ils ne se rompent pas à nouveau pour revenir à la situation d'avant les aménagements, c'est-à-dire la mer qui entre et qui sort dans la lagune à l'arrière, sauf que là, maintenant, on a une belle station d'épuration qui va venir rincer 2 fois par jour, qui va être rincée 2 fois par jour par la mer. Je vous ai mis également les polluants parce que c'est des trucs assez rigolos. J'ai mis une petite poubelle en bas de ma diapositive. Vous avez certainement vu ces dernières années des collectivités territoriales qui dépensent des fortunes pour dépolluer des dunes. Parce que comme c'était des zones qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avaient été bombardées, il y avait des trous d'obus. Et donc dans les trous d'obus, on s'est dit, dans les années 70, quand on est entré dans la société de consommation, c'est pratique ça pour mettre les déchets. Puis c'est loin de la mer, donc on a bouché tout ça. Après, on a refait des belles dunes par-dessus. Aujourd'hui, la mer gratte tout ça, et les archéologues de la société de consommation feraient bien d'aller faire un tour pour retrouver des boîtes de conserve, des trucs en plastique, tout un tas de trucs qu'on a enfouis dans les années 70. Bon. C'est l'époque où le monde rural et agricole de ces zones-là s'est déstructuré, exode rural, etc. Les écluses à poissons ont disparu. Donc la houle a été évidemment plus forte, puisqu'il n'y avait plus ces brise-lames artificielles, pardon. Voilà. Donc, vous voyez, tout concourt finalement à faire de ces zones-là des zones où on a développé du bâti, à une époque où on pensait que les choses étaient calées, fixes, pérennes, et en fait, il n'en était rien. Elles n'avaient jamais été calées, fixes et pérennes. On a vécu sur l'illusion qu'on avait résolu le problème de la mobilité des sables, et aujourd'hui, le phénomène d'érosion est en train de nous rattraper, et donc nos collectivités territoriales sont obligées de dépenser des fortunes et sont obligées de faire des choix, de défendre des endroits où, par exemple, on a une station d'épuration. On ne peut pas la déplacer, ça coûterait des fortunes, donc on va la laisser là où elle est, puis on va défendre la dune. On va mettre des roches, on va mettre tout un tas de trucs, et on sait qu'il faut le refaire tous les 20 ans. Voilà. Parce qu'une dune, ça fonctionne avec une plage. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand elle recule l'hiver, pour pouvoir se reconstituer l'été, elle attend que la plage s'engraisse, et ensuite il y a un transfert éolien du sable de la plage vers la dune. Si vous mettez un enrochement, un mur en béton, ça ne marche plus. Donc votre plage s'engraisse l'été, puis l'hiver, le sable repart, et il n'est jamais allé voir la dune, puisque vous avez mis des cailloux, vous avez mis un mur de béton entre les deux. Donc, des solutions qui nous échappent aujourd'hui, et des problèmes dont, moi qui suis historien, j'ai un beau métier. Hein. On me l'a souvent dit dans les conférences pluridisciplinaires. Ah, vous les historiens, vous avez un beau métier parce que ce que vous racontez, c'est fluide. Et les gens des géosciences, les géographes, ils se creusent la tête pour trouver des solutions. Nous, on est juste là pour raconter comment les problèmes sont arrivés, quoi. Donc, évidemment, c'est un peu plus confortable. Alors, je vous ai mis une petite reproduction de carte IGN sur la partie d'un côté 1980, de l'autre 2003. C'est pour vous montrer les petites taches noires de l'urbanisation. On est sur l'île d'Oléron entre un grand marais qui a été desséché, donc qui correspond trait pour trait à ma diapositive, et puis une dune. Et là, vous avez un village, on est au nord de l'île d'Oléron, le village s'appelle Les Huttes. Et quand on va dans ce village de Les Huttes, si on y va à cette saison, par exemple, c'est un village mort, parce que c'est pas un village en réalité, quoi. C'est une zone qui a été créée pour des villas l'été, quoi. Alors il y a des gens qui viennent un peu ouvrir l'hiver, etc. Et surtout, les villas qui sont les plus proches de la mer sont aujourd'hui les plus proches de tomber dans la mer, quoi. Voilà. Parce que la mairie de Saint-Denis, la communauté de communes de l'île d'Oléron, comme beaucoup d'autres collectivités du littoral, ont décidé que c'était en dehors de leurs moyens. Nonobstant, j'aime beaucoup, on est en fac de droit, donc on peut dire nonobstant quand même, nonobstant le fait que on ait créé une nouvelle taxe, la taxe GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection des inondations, qui va être prélevée sur les impôts fonciers des gens qui vivent sur le littoral, mais pas que.
hein, un peu partout, il y a des inondations, voilà, il y a la taxe GEMAPI, vous la retrouverez sur vos feuilles de taxe foncière. Et c'est destiné, effectivement, à faire face à ces dépenses-là. Mais ce n'est pas sans fond, ce n'est pas inépuisable. Donc il va falloir faire des choix, et on a déjà commencé à faire des choix. Par exemple, sur la petite carte là, que je vous montre, il y a une route qui a disparu, une route côtière qui a disparu. La mairie de Saint-Denis a dit stop, on ne reconstitue plus cette route-là. Voilà. Elle était vraiment juste derrière la plage, une plage de galets. Pendant l'hiver 2013-2014, la plage de Galets a submergé cette route et a commencé à la ronger. Et la mairie a dit stop, il y aura 2 voies sans issue, une à chaque bout. Et les gens qui voudront marcher pourront emprunter les vestiges de la route, mais on ne la refait pas. Donc c'est ce type d'arbitrage-là qui sont devant nous aujourd'hui et qui nous rappelle furieusement, histoire miroir du futur, que finalement la mer est en train de reprendre ce qu'on lui avait pris par le passé et que c'est par là finalement que ça passe. Alors on n'a pas la nécessité d'être inactif, mais politiquement il va falloir faire des choix. Voilà. Donc c'est principalement le message que je peux vous délivrer aujourd'hui, même si je ne suis pas politique et je ne suis même pas conseilleur de politique. Quoi. Quand ils me voient arriver, souvent ils ne m'aiment pas, parce que je leur raconte les bêtises qui ont été faites par les générations précédentes, et ça leur convient moyen. Quoi. Bon. Alors, on ne peut pas toujours être des héritiers d'héritages phénoménaux. Quoi. On peut aussi hériter de trucs qui ne sont pas très sympathiques. Bon, c'est le cas ici. Alors, je vais entrer dans ma dernière partie. J'espère pas être trop long. Je vais entrer dans ma dernière partie pour essayer de vous faire comprendre en quoi, finalement, l'étude du passé peut nous donner une image de ce que va être notre avenir. Alors, la première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est que l'étude du passé, ça peut être, par exemple, l'étude des submersions marines. On a mené cette étude, vous le voyez, depuis le début du XVIe siècle. On a essayé de rechercher dans tout un tas de sources primaires, qui sont souvent narratives. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous répondre tout à l'heure. On a recensé les submersions qui avaient eu lieu entre Vendée et Charente-Maritime sur les 5 derniers siècles. Et on les a répartis par demi-siècle. Alors il y a des effets de source, c'est évident. Par exemple, au XIXe siècle, on voit que le nombre de submersions va croissant. Bon, au début du XIXe siècle, on les recense plus ou moins bien, ces submersions. À mesure qu'on avance, on les recense de mieux en mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au XXe siècle. Parce qu'au XXe siècle, on a un premier XXe siècle où vous avez 1917, 1924, 1937, 1940, 1941. 40 et 41, c'est fabuleux. Hein, c'est novembre 40, février 41. On avait les Allemands sur la côte, on a en plus 2 submersions. C'est quand même, les gens auraient dû jouer au loto, quoi, parce que c'était quand même assez délirant. Alors, ce qui me donne d'ailleurs l'occasion de répondre peut-être à une question que vous auriez même posée, le temps qu'il peut y avoir entre 2 submersions marines, là vous avez l'exemple du temps le plus court qu'on ait trouvé sur les 5 derniers siècles, 3 mois. Les gens, ils avaient à peine oublié ils avaient à peine nettoyé les dégâts de novembre 40 que février 41 arrivait. Et on a un superbe témoignage d'un historien qui est très connu, qui a écrit l'ouvrage « Classe laborieuse, classe dangereuse », il s'appelle Louis Chevalier, c'était un contemporaniste. Et il était originaire de l'Aiguillon-sur-Mer. Et il a reproduit dans un ouvrage qui s'appelle « Les relais de mer », une histoire qu'il avait entendue parce qu'il était né en 18 ou en 19, donc qu'il avait entendu parce qu'il était étudiant au moment où les submersions ont eu lieu, qu'il avait entendu au village, et où il raconte la terreur des Allemands en occupation à l'Aiguillon-sur-Mer le jour de la submersion de février 41. La terreur. C'est-à-dire ils montent dans les camions et ils filent à Luçon, quoi, qui est 30 km dans le Marais, à l'intérieur des terres. Et ils ne veulent pas savoir ce qui se passe, etc. Et alors, on va dire, mémoire enjolivée ou pas, très placide, les pêcheurs de l'Aiguillon-sur-Mer, les mains dans les poches, regardant les Allemands remballer tout leur matériel et partir à bride abattue, et disant, goguenard, ils ne sont pas prêts d'envahir l'Angleterre. Donc vous le voyez, pour revenir à ma démonstration, première moitié du XXe siècle, beaucoup de submersions marines. Deuxième moitié du XXe siècle, une submersion marine, février 1957. La suivante, ce sera la tempête Martin de 99, mais qui n'est pas une vraie submersion puisqu'elle est intervenue, cette tempête, à mi-marée montante. Donc il y a quelques endroits qui ont été submergés, mais ça n'a pas été massif. Là, on parle de submersions qui interviennent
à marée haute, de forts coefficients, avec de la houle, et où plusieurs localités distantes les unes des autres sont impactées. On parle d'événements, on va dire, qui sont significatifs. J'attire votre attention sur le fait que le moment où il y a eu toutes les ruptures que je vous ai indiquées tout à l'heure, la rupture économique et sociale, la rupture technique, la rupture politique, c'est le moment où on a eu une submersion marine. Et c'était en 1957. C'est-à-dire pratiquement juste avant le moment où tout le monde a eu une automobile et tout le monde a voulu s'acheter un endroit pour aller planter sa tente d'abord, puis mettre une petite cabane, puis transformer la cabane en garage, puis le garage en maison. Enfin, vous connaissez l'histoire. C'est peut-être celle que vous raconterez à Baptiste si vous en avez l'occasion. C'est à ce moment-là que ça s'est passé. Donc il y a aussi cette donnée-là, c'est-à-dire qu'on est extrêmement mal outillé pour faire face aux submersions marines futures, parce qu'on est dans une société qui en a connu très peu. Au moment où elle a entrepris de transformer ces littoraux qui avaient été patiemment construits en plusieurs siècles et d'en faire tout autre chose que ce pourquoi ils avaient été conçus, c'est-à-dire produire dans le domaine agricole, salicole ou conchilicole. Là, on en a fait du résidentiel, à l'abri d'une espèce de fausse impression de sécurité, parce qu'il n'y avait pas eu d'événement, quoi. En 1957, quand la submersion arrive, il y a encore beaucoup d'agriculteurs. Les digues sont en bon état. Donc c'est une submersion, mais voilà, elle n'aura pas l'ampleur de celle de Xynthia, évidemment. Donc ça, c'est un premier élément que je pose sur la table pour l'avenir. Essayer de quand même se dire qu'on n'a pas tout inventé, quoi, et que c'était pas mieux avant. Puisque dans la première moitié du XXe siècle, il y avait plein de submersions, et donc il n'y a aucune raison que ça ne continue pas. Simplement, vous voyez, c'est aléatoire. Il y a des demi-siècles où il y en a très peu, il y a des demi-siècles où il y en a beaucoup. Changement climatique ou pas, et ça c'est ce qu'on vous raconte, c'est ce que je dis depuis 15 ans, mais c'est ce qu'on dit encore, tous les scientifiques qui viennent parler au moment du journal Météo-Climat vous disent, des événements extrêmes plus intenses, mais pas forcément plus fréquents. C'est exactement ce qu'on a sous les yeux sur 5 siècles. Il y a des moments où c'est très fréquent, il y en a d'autres où, miraculeusement, il n'y en a pas. C'est très aléatoire. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que au XIXe siècle, il y avait beaucoup de submersions. Au XXe siècle, visiblement, il y en avait un peu moins. Bon, un peu moins. Hein, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce phénomène qu'est la submersion marine? Retenir d'abord que, vous le voyez sur le graphique de fréquence mensuelle qui est juste au-dessus de moi, là, le facteur essentiel pour la submersion marine, c'est la météo. On pourrait se dire, quand la marée est très haute, quand on a les marées d'équinoxe, là, mars, septembre, c'est là qu'on a les submersions marines. Regardez, mois numéro 9, mois numéro 3, c'est pas là que, historiquement, on a la plus grande fréquence de submersion marine. C'est vraiment durant l'hiver. Donc ça veut dire que le phénomène essentiel, c'est un phénomène météo, principalement la question de la dépression qui crée ce qu'on appelle un baromètre inversé et qui fait que la mer monte plus haut que ce qui avait été prédit par les calculs astronomiques, puisque la marée, c'est de la Lune et du Soleil. Hein. Pour faire une submersion, il faut de la Lune et du Soleil. Dans la recette, il faut des grandes marées hautes et qu'à ce moment-là, on ait des conditions atmosphériques pourries, pourrait-on dire. C'est-à-dire du vent, de la houle et des dépressions très creuses. Et là, vous avez déjà pas mal d'ingrédients qui vous font suspecter que ça va mal se passer. Il y a aussi une granulométrie assez fine du risque de submersion que vous pouvez visualiser sur la rose des vents, qui a été confectionnée à partir d'une série complète d'observations météo qui ont été réalisées à l'école de médecine navale de Rochefort entre 1820 et 1895. Donc on a 75 années ininterrompues d'observations météorologiques, avec des pressions prises 3 fois par jour, 2 à 3 fois par jour. Et qu'est-ce qu'on constate? Et des directions du vent surtout. On constate que dans la mer des Pertuis charentais, une submersion, c'est aussi un autre facteur, c'est un vent dominant de sud-sud-ouest. C'est-à-dire, si vous avez un vent dominant d'ouest, c'est pas que ça n'est jamais arrivé, vous le voyez là sur la rose des vents, mais c'est beaucoup plus rare. Donc ça veut dire que, facteur par facteur, statistiquement, en se retournant vers le passé, on arrive à dessiner le portrait robot de ce que c'est qu'une submersion, et avec les prédictions qu'on peut avoir aujourd'hui qui sont extrêmement fines,
sens du vent, direction du vent, force du vent, la houle, l'arrivée, l'heure de la marée haute, la pression attendue, etc. Eh bien, on peut arriver à dire « Ah, ça ressemble à une tempête qui a déjà eu lieu et qui a occasionné une grosse submersion, grosse vigilance ». Ou bien, il faut être vigilant, mais il y a quand même des choses qui sont décalées dans le temps et qui font qu'on risque de ne pas avoir tous les ingrédients qui mènent à la submersion marine au même moment. Et donc, vigilance, on ne va pas se promener sur le bord de la mer, mais on n'est pas trop stressé non plus, ça ne va certainement pas être catastrophique. Ça, on peut le dire quand on examine les données historiques. J'attends que Météo France, que le ministère de l'Environnement, que tout ça, se disent « Ah oui, ça a de l'importance » et qu'on fasse des enquêtes territoire par territoire. Parce que ce que je vous ai écrit là, la Rose des Vents qui est là, c'est valable pour la mer des Pertuis. J'avais mis en chantier la même pour la baie de Bourgneuf. Pour la baie de Bourgneuf, vous pouvez tourner la Rose des Vents de 1/8, parce que les vents dominants dans la baie de Bourgneuf, quand vous avez des submersions à Bouin ou à Noirmoutier, c'est ouest. Donc ça veut dire qu'il y a des conditions locales dont il faut tenir compte et que les événements anciens et leur étude nous indiquent. J'attends qu'on embauche des jeunes pour faire des études là-dessus et qu'on intègre cet indicateur-là dans, évidemment, la prédiction, la prévision des submersions. Voilà, un petit graphique aussi de fréquence des différents coefficients de marée. Alors vous savez, j'ai appris ces 15 dernières années à travailler en pluridisciplinarité. Le coefficient de marée que tout le monde connaît, c'est un truc franco-français. Il n'y a pas un autre pays d'Europe et il n'y a pas un autre pays dans le monde qui utilise les coefficients de marée. C'est un truc qu'on a forgé. Alors il y a 9 ou 10 critères qui sont mis dans un checker par le CHOM. Je dis ça parce que je ne sais pas du tout comment ils font. Et qui aboutissent à la confection des coefficients de marée. Mais partout ailleurs dans le monde, on utilise d'autres indicateurs. On n'a pas du tout nos indicateurs à nous. Voilà. Donc vous voyez comment notre passé peut être une forme de miroir de notre avenir. C'est-à-dire, sur les événements extrêmes, ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire qu'on a des indicateurs du passé qui peuvent nous permettre de dire « Ah, telle qu'elle est prédite à 48 heures ou à 24 heures, la tempête qui arrive, elle ressemble, elle a son copycat, elle a son jumeau numérique, pourrait-on dire, historique, dans l'histoire des tempêtes telles qu'on a pu l'étudier. » Et puis, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer aussi la question de l'érosion, parce que la question de l'érosion, aujourd'hui, c'est celle qui préoccupe nos autorités. La région Nouvelle-Aquitaine, elle a financé ce réseau régional de recherche sur la submersion, mais aussi sur l'érosion. Et là, vous avez par exemple ce qui s'est passé durant l'hiver 2013-2014, avec, paru dans le journal Sud-Ouest, les reculs de dunes au cours de l'hiver. Et donc là, vous voyez que c'est... Voilà. Et ce qui est assez édifiant, c'est que, par exemple, les côtes à Houle, la côte de la Coubre, le sud de l'île d'Oléron, là où on a des grandes dunes, etc., c'est là que ça a reculé le plus. Regardez, la pointe espagnole, 57 mètres durant l'hiver. Alors, c'est pas perdu pour perdu. Pendant les années qui ont suivi, on a regagné. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que le bilan sédimentaire glissant sur 10 ans, ou sur 15 ans, ou sur 20 ans, il est toujours négatif. Ça veut dire qu'on perd beaucoup, on regagne pendant quelques années, on perd à nouveau beaucoup, et le bilan, c'est qu'on recule à ce jeu d'érosion et de reconstruction des dunes. Alors évidemment, ça c'est une préoccupation importante qui aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mobilise beaucoup les services des collectivités côtières pour savoir où est-ce qu'il va falloir investir pour défendre et où est-ce qu'on laisse faire, quoi. Voilà. En règle générale, là où on a de la forêt domaniale, donc l'État, comme il n'a pas d'argent, il dit on laisse faire. Voilà. Partout ailleurs, quand c'est de la propriété privée, du cadastre, et pas du domanial, on réfléchit. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer, puis après on va peut-être avoir un temps de questions. Je voulais vous montrer les indicateurs aussi de temps long sur lesquels on peut se baser pour on va dire, caractériser les tendances actuelles. Vous avez sur le graphique, les deux graphiques du haut, c'est extrait d'une thèse de Thomas Goriou qui a été soutenue en 2015, où il a reconstitué des séries longues à partir de marégraphes qui étaient installés à Fort-Boyard, dans le port de La Rochelle, dans le port de Royan, à Fouras, etc. Et vous savez, un marégraphe, ça sert à mesurer l'amplitude de marée. Il y a un rouleau qui tourne, qui est associé à une pendule, puis il y a un graphe qui est sur un flotteur, puis quand la marée monte, ça écrit sur le graphe,
puis après ça descend, et quand on déroule le graphe, on a une belle courbe qui vous montre la marée haute, la marée basse, etc. Donc il a repris toutes ces données-là, et il a essayé de reconstituer la trajectoire du niveau moyen de la mer des Pertuis charentais depuis 1855. Et vous voyez qu'il a établi 3 phases. Avant la guerre de 14, le niveau moyen de la mer des Pertuis charentais monte de moins d'1 millimètre par an. Donc en 10 ans, ça fait 1 centimètre. On considère généralement que quand le niveau moyen de la mer monte d'1 centimètre, une côte à dunes va en moyenne reculer d'1 mètre. Donc une augmentation du plan d'eau d'1 centimètre, c'est un recul d'1 mètre, en moyenne, mais c'est discuté chez les géomorphologues. Mais enfin, je trouve que c'est un ordre d'idée qui est assez intéressant. Entre la guerre de 14 et le premier choc pétrolier, 1970, on double le rythme d'augmentation du niveau moyen de la mer par an. On passe à 1,6 mm. Et depuis 1975, on est passé à 2,7 et aujourd'hui on est à plus de 3 mm par an. Donc ça veut dire que avant la guerre de 14, il fallait 10 ans pour prendre 1 centimètre. Aujourd'hui, il faut 3 ans, et bientôt moins, peut-être que 2. Et donc ça veut dire que notre érosion côtière, elle est directement connectée à l'augmentation moyenne du niveau de la mer, même si c'est discuté. Il y a aussi un autre élément très intéressant, c'est l'indice NAO, alors ça veut dire North Atlantic Oscillation, l'oscillation nord-atlantique. En fait, c'est l'idée que, un petit peu comme en électricité, vous avez la dépression d'Islande, qui est toujours là, qui se balade, mais enfin, elle est toujours autour de l'Islande, c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom. L'anticyclone des Açores, lui aussi, il peut se balader, mais il est toujours... Et entre les deux, vous avez une différence de potentiel. Il y en a un qui est dans les 950-970 hectopascales, la dépression, puis l'autre, il est à 1030, 1025, 1030, c'est l'anticyclone. Et entre les deux, vous avez une différence de potentiel. Le niveau 0 du graphique que vous voyez là, en bas de ma diapositive, c'est le niveau... moyen de cette différence de potentiel sur 1860-2005, 150 ans, un siècle et demi. C'est le niveau moyen. D'accord ? Et entre les deux, les graphiques, là, c'est les oscillations. C'est-à-dire que dans les dernières années du XXe siècle et dans les premières années du XXIe siècle, on a plutôt tendance à avoir une différence qui est plus forte que la moyenne entre cet anticyclone et cette dépression. Et il faut vous imaginer que dans le ciel, un anticyclone, c'est une montagne, et une dépression, c'est un ravin. Et la météo qui passe, les tempêtes, les vents, etc., c'est comme si vous faisiez du ski entre les deux, quoi. Plus la pente est forte, plus vous allez aller vite. Plus les phénomènes vont être intenses. Donc, alors, il faudrait prolonger le graphique. Hein, vous voyez, il s'arrête en 2005. On est quand même en 2024. Peut-être qu'il a été remis à jour. Et comme j'ai un peu perdu de vue mes collègues, j'ai pas cette information-là. Mais c'est aussi une hypothèse qui consiste à dire que les différences de potentiel entre les dépressions et les anticyclones, au moins sur l'Atlantique, ne cessent de se creuser. Et ce qui se passe hiver après hiver, alors en tout cas les 2 derniers hivers, celui qu'on commence et puis l'hiver dernier, ont tendance aussi à nous le montrer. Alors, en raison de tout ça, il y a des décisions politiques. Voilà, en 2022 et puis en 2023, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, ne retenez pas son nom, il a dû changer de nom 2 fois depuis, mais la législation, elle reste en vigueur. Ils ont établi une liste de communes littorales dans lesquelles l'État est prêt à s'impliquer aux côtés des collectivités territoriales, mais dans des processus qui sont des processus de repli stratégique. C'est-à-dire que l'État prescripteur, lui, il est parti dans l'idée qu'il va falloir reculer. Donc, à charge pour les conseils municipaux de dire on adhère au truc ou pas. Et donc, il y a une liste de conseils municipaux qui ont accepté de participer donc, au décret de 2023. Et évidemment, ça implique qu'il va y avoir des aides d'État, etc., pour relocaliser ce qui peut être relocalisé, etc. Voilà. Donc c'est aussi dans ce contexte-là que l'enquête que l'on mène avec une collègue géographe de Bordeaux, et puis pour laquelle Baptiste est désireux de vous entendre, sur ce que vous en savez, ce que vous en connaissez, ce que vous avez observé. Voilà, on n'est pas là pour vous juger. Hein. On se l'est dit ensemble hier. Hein. On n'a pas d'opinion arrêtée sur ces questions-là. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est d'être utile à la région, qui est la puissance financière de cette vaste enquête. Parce que les élus, ils sont désireux de savoir
à quel rythme ils peuvent aller, dans quelle direction ils peuvent aller, et ce que les gens sont prêts à accepter. Voilà, donc c'est un peu l'enjeu de ce type d'études. Je voulais terminer par ça, parce que je voulais que vous compreniez que je fais de l'histoire, mais que c'est étroitement connecté finalement à des préoccupations très contemporaines, et que ces préoccupations très contemporaines, elles coïncident avec, j'ai envie de dire, des choses que vous pouvez vivre, vous, dans votre expérience du littoral, en tant que Poitevin maritime, que vous êtes peut-être. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre attention. Donc n'oubliez pas de donner à Baptiste les petites listes qui ont circulé. Et il se fera un plaisir de vous recontacter, de prendre rendez-vous avec vous pour avoir ces discussions. Et si les listes n'ont pas circulé, essayez de rapprochez-vous de Baptiste pour ajouter votre nom au cas où. Oh là là, les bras se lèvent. J'espère que j'ai pas dit trop de choses. Jaco. Merci pour votre intervention. Je vous en prie. Fort intéressante. Est-ce qu'on a des archives, par exemple photographiques, ou des archives simplement de témoignages, disons sur le 20e et puis début 21e, concernant le recul du trait de côte? On n'en voit pas ça au niveau médiatique. Enfin, voilà. Ma deuxième question, ça concerne Brouage. Ah quelle est l'histoire finalement de cet ancien port magnifique, qui a été asséché, donc vous êtes historien. Voilà. D'accord. Alors je vais répondre à votre première question. De manière rétrospective, on a tout un tas de campagnes aériennes, de photos qu'on appelle des orthophotos, des photos qui sont prises à la perpendiculaire du terrain, et on remonte en fonction des lieux facilement jusque dans les années 30, voire les années 20 dans certains secteurs, notamment La Rochelle. Et c'est disponible sur le site de l'IGN qui s'appelle le Géoportail. Donc là, vous pouvez visualiser les photos anciennes et les comparer à des photos plus récentes et voir le recul du trait de côte. Mais c'est des choses qu'on a étudiées aussi, au-delà de la question photographique, en géolocalisant des cartes anciennes, cartes d'état-major par exemple, qui sont relativement fiables, donc jusqu'au milieu du 19e siècle, et on travaille même sur des cartes du 18e siècle, et on arrive comme ça à avoir des visions assez nettes de l'évolution du trait de côte. Par exemple, la pointe sud de l'île d'Oléron, que vous connaissez peut-être, au 18e siècle, elle est très en deçà de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, elle est en érosion, mais elle évolue vers le trait de côte du 18e siècle. Et au 19e siècle, elle a beaucoup avancé, jusque dans les années 1950. C'est lié en grande partie aux entreprises de fixation des dunes par la forêt. Et en fait, donc, on a des phénomènes comme ça d'aller-retour qu'on peut très bien caractériser à l'aide de photos aériennes, de cartes anciennes, avec des logiciels qu'on apprend à domestiquer, là, nous autres les historiens, et qui nous causent beaucoup de soucis, qu'on appelle des systèmes d'information géographique. On a subi au mois de mai dernier avec Baptiste une formation. Moi, je considère que je suis trop vieux. J'ai compris comment ça marche, mais je ne suis pas capable de paramétrer ce genre de choses. Donc ça, c'est ma réponse sur les traits de côte. Par rapport à l'évolution des glaciers, là peut-être... on va pas monopoliser. Il y a d'autres questions. Brouage. Et Brouage. Alors Brouage, pour faire court, Brouage, l'endroit où il y a la citadelle, avant le milieu du XVe siècle, il n'y a rien. Il n'y a même pas une dune, il n'y a pas un rocher. C'est un lieu où les seigneurs qui d'abord étaient des seigneurs religieux, des abbayes et des églises, puis des seigneurs laïcs, ont forcé les commerçants qui venaient principalement d'Angleterre et de la Baltique à verser leur lest, parce qu'ils venaient à vide avec des pierres pour que les bateaux tiennent la mer. Il n'y avait pas de marché sur place, donc ils ne pouvaient pas débarquer de marchandises. Donc ils venaient, et on a forcé les gens à débarquer leur lest à cet endroit-là. Et au milieu du XVe siècle, le seigneur local, qui s'appelle Jacques de Pont, crée un lotissement sur un récif artificiel, confectionné à partir des pierres de l'Est. Brouage, c'est ça.
Et après, autour de Brouage, le golfe de Brouage, lui, c'est une vaste zone de marais salants, vous le savez tous et toutes. Et en fait, ces marais salants, ils ont commencé à être aménagés au XIIIe siècle. Et à chaque fois qu'on a eu une interruption prolongée du commerce avec nos principaux clients, qui pouvaient être les Anglais ou les pays d'Europe du Nord, les marais salants qu'on avait aménagés se sont dégradés, se sont bouchés, et on n'a jamais pu les remettre en activité. Donc on en a conçu de nouvelles générations à l'avant des anciens. Et le golfe, qui était très large au début, en forme de fer à cheval, il n'a cessé de se réduire comme peau de chagrin. Pour terminer sa carrière à la fin du XVIIIe siècle, où il n'y a pratiquement plus de marais salants, et où il y a juste un petit chenal de navigation qui va sous le rempart nord de Brouage, à proximité de la porte qui mène à Rochefort, quoi. Voilà. Et donc c'est l'histoire d'une peau de chagrin, par aménagement de générations successives de salines. Les générations abandonnées, résultant assez systématiquement des effets des guerres prolongées qui interrompent le commerce et qui font que les sauniers ne vont plus dans la saline, ils font autre chose. Ils vont pas entretenir la saline pour rien faire. Donc ils cultivent les bosses, par exemple. Ils font des fèves, des pois, de l'orge, mais ils font plus de sel. Et les bassins se bouchent. Et donc on est obligé d'aménager de nouvelles salines lorsque la paix revient. Moi, j'ai une autre question, j'espère que je vais arriver à la formuler. C'est sur un autre coin de la côte, puisqu'il s'agit de Châtelaillon. Oui. C'est une ville que je connais bien et que j'ai vu transformer plus du tout de plage, des enrochements féroces, je dirais, et maintenant des ensablements successifs. Donc, qu'est-ce qui pourrait marcher ou quel est l'avenir? Parce que j'imagine. Alors, pas. Châtelaillon, je l'avais étudié dans un bouquin que j'ai publié en 2014. Enfin, j'avais parlé des Boucholeurs, qui sont juste au sud de Châtelaillon. Châtelaillon, c'est le type même de la station balnéaire, c'est l'urbanisation d'une dune. Hein, au nord de Châtelaillon, vous avez un quartier qui s'appelle Saint-Jean-des-Sables. Bon, le toponyme raconte bien ce qu'a été ce secteur-là avant. Donc il y avait typiquement une dune et une plage qui fonctionnaient ensemble, comme j'espère vous l'avoir fait comprendre cet après-midi. Et en 1913, les habitants propriétaires des lotissements qui sont sur les dunes s'inquiètent de l'érosion de la dune. Et donc réclament une artificialisation du trait de côte. Donc le fameux front de mer que vous connaissez, avec son mur, qui sépare la plage de la ville, il naît à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, la plage fiche le camp. Moi, quand j'étais gamin, dans les années 70, à Châtelaillon, on y allait à la poussette pour pêcher des crevettes. On n'y allait pas se baigner, quoi, parce qu'il y avait de la vase, il y avait un peu de sable et beaucoup de vase, quoi. Et puis, il y a eu un maire dans les années 90 qui était un ancien ingénieur qui a dit tout ça, il y a toujours une solution d'ingénieur pour un problème naturel, qui ne l'était pas en réalité. Et il a dit on va réensabler. Alors, il était bien placé au Conseil général de la Charente-Maritime. Il a créé un syndicat mixte, le syndicat de la mer des Pertuis. Et il a dit on va aller pomper le sable là où il y en a trop, en mer, notamment sur la longe du Fort Boyard. La partie ouest du Fort Boyard, où il y a une dune sous-marine, là, qui sert à personne, qui sert à rien. C'est ridicule d'avoir tout ce sable qui sert à rien. Et donc, on est allé prélever le sable là pour le recracher sur la plage de Châtelaillon. Ça a bien fonctionné, puisque maintenant, il y a une belle plage. Mais une plage qui ne cesse de devoir être entretenue. Hein. D'abord par brouettage, comme on le dit, parce qu'il y a une dérive littorale nord-sud, donc qui fait que le sable... en gros, il glisse du nord vers le sud de la plage de Châtelaillon. Donc, de temps en temps, on va chercher le sable au sud avec des camions, puis on le remonte au nord. Puis quand ça ne suffit plus, parce que ce sable-là, il en disparaît quand même au large, eh ben, on fait venir le syndicat de la mer des Pertuis avec des bateaux qui sont allés sucer du sable au large dans les Pertuis charentais, et on en recrache sur cette plage-là. Et Châtelaillon, qui au départ avait l'exclusivité de cette technique-là, a fait des émules, et maintenant on recharge beaucoup de plages en Charente-Maritime par ce biais-là. Et donc ça se chiffre en milliers, voire dizaines de milliers de mètres cubes de sable, quoi, un rechargement de plage. C'est entre 5000 et 80 000 mètres cubes, ça dépend du lieu, ça dépend du besoin, etc. Donc l'avenir de la plage de Châtelaillon, c'est un entretien permanent, perpétuel. Il n'y a pas d'autre avenir.
Et est-ce qu'on peut déterminer la cause de ce désensablement? La cause, c'est la rupture de communication entre la dune et la plage. Oui, d'accord. C'est l'urbanisation. Mais on ne peut pas déménager la station balnéaire de Châtelaillon pour rendre sa liberté à la dune et la laisser communiquer librement avec la plage. C'est pas possible. Donc, on est obligé d'entretenir. C'est un paysage qu'on entretient. Bon, mais je vais causer. Mais vous avez bien raison. Bonjour, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je me posais la question, la faute sur mer. Parce que la faute sur mer, moi, quand j'étais petite, les années 69, on se baignait, c'était tout près. Mais maintenant, elle est... et c'est pas Xintia, c'était avant. Alors, la faute sur mer, tiens, je l'ai là. Bon. La faute sur mer, vous voyez là, la partie urbanisée, là. Celle qui a donné lieu à la cuvette où il y a eu les 29 morts. Partie, donc c'est la rive droite du Lay. Le sous-sol, c'est intégralement du sable. Intégralement. C'est une dune. Et cette dune-là, en fait, elle provient essentiellement, siècle après siècle, de la descente d'une flèche dunaire qui est enracinée du côté de la Tranche-sur-Mer, donc au nord de la Faute-sur-Mer. Là, vous avez une flèche qui a descendu le long de l'estuaire du Lay. Patiemment, parce que là aussi le transit il est nord-sud, la dérive littorale c'est la même qu'en Charente-Maritime, elle transporte les sédiments du nord vers le sud. Donc le sable qui vient de Jars-sur-Mer, de la Tranche-sur-Mer, il arrive là, et comme en dessous vous avez la baie de l'Aiguillon, là le courant est plus ou moins arrêté, il se fixe ici. Donc vous avez cette flèche sableuse qui n'a cessé de, les géologues disent, prograder vers le sud, la progradation de la flèche dunaire. Ce qui fait que je ne suis pas étonné que vous me disiez que ça ne ressemble plus à ce qu'il y avait il y a 55 ans, puisque vous m'avez parlé de 69, c'est mon année de naissance, donc c'est pas très difficile de savoir combien de temps ça fait. Oui, en un siècle, en un demi-siècle, ça a dû bouger, c'est évident. Évident. Et donc ça a bougé dans le sens de l'engraissement de la côte, c'est-à-dire que là, la plage, elle devient de plus en plus grasse parce que vous avez ce phénomène de rechargement de plage. Et je vous invite à considérer le fait qu'on n'a pas fait comme à Châtelaillon. On n'a pas fait un mur pour isoler la dune de la plage. Donc là, ça fonctionne. La plage se recharge, elle recharge la dune, et la flèche continue même à prograder vers le sud. Et la mer, donc, a tendance à reculer sur la côte océanique. C'est un phénomène naturel de grande ampleur. Sur les cartes du début du XVIIIe siècle, les cartes du géographe Claude Masse, qui ont été publiées récemment par un historien qui s'appelle Yanis Suir, il a publié de superbes atlas. Il y a un atlas pour la côte du Poitou, etc. Il montre bien qu'au début du XVIIIe siècle, la Faute-sur-Mer, ça n'existe pas. C'est dans l'estuaire du Lay, c'est au milieu de l'estuaire du Lay. C'est un point de géolocalisation où il n'y a pas de terre. Vous êtes au milieu de l'estuaire du Lay. Puis progressivement, la flèche qui vient du nord va s'engraisser et va venir, on va dire, occuper cet espace-là. Alors avec des conséquences pour la rive gauche, parce qu'à mesure que vous avez une flèche qui progresse comme ça dans un estuaire, la rive gauche, elle est rongée. Parce que l'estuaire, lui, il veut trouver sa place. Donc à l'Aiguillon, on enroche. Pendant des siècles. L'Aiguillon, il y a eu 3 villages. À cause de ça. Dans les archives de la fin du XVIIIe siècle, quand un navire quitte un port français et va à l'Aiguillon, il ne va pas à l'Aiguillon, il va au Nouvel Aiguillon. C'est ce qu'on trouve dans les archives. Parce que c'est le village qu'on connaît aujourd'hui. Mais il a déjà disparu 2 fois. Une fois sous Richelieu et une fois avant. À cause de la progradation de la flèche de la Faute-sur-Mer. Et pourquoi ça s'appelle la Faute-sur-Mer? Parce que cette flèche dunaire, au moment où on a commencé à l'occuper, il y a des fermiers qui sont venus s'installer, etc. Ils étaient paroissiens de l'église de la Tranche-sur-Mer. Donc les deux territoires sont sur la rive droite du Lay. La Tranche-sur-Mer, c'est au nord. Et en fait, pour aller dans le hameau qui est devenu la Faute-sur-Mer aujourd'hui, c'était compliqué. L'hiver, on ne pouvait pas toujours y aller. La dune était parfois rompue, etc. C'était défaillant. On était défaillant à pouvoir aller rendre visite aux gens. Et les gens ne pouvaient pas venir non plus à l'office dominical. Donc la faute.
parce que les communications étaient souvent mises en faute, mises en défaut. Voilà. C'est l'origine du toponyme, qui est liée à la mobilité du trait de côte dans cet endroit-là. Quand on y a fait une station balnéaire, alors que ça avait toujours bougé, et ça bougera encore, quoi. Oui, je voulais faire un commentaire, plus il ne s'agit pas d'une question. Je vous en prie. Enfin, peut-être. Pour se convaincre du recul du trait de côte, il suffit de regarder la position des blocos allemands sur les côtes. Ils sont pratiquement tous basculés, soit sur la dune, sur la plage, ou bien basculés devant la falaise. Ça, c'est ce que j'observe dans l'île de Ré, mais je suppose que c'est pareil. Dans beaucoup d'endroits, oui. Voilà. Et puis, alors, petite question. Concernant l'inondation de 1941, oui. J'ai lu dernièrement, j'ai vu un article qui était illustré par une photo prise à Loie ou aux Portes. Alors il a eu lieu en plein été, donc en dehors de toute période de tempête. Et je crois que l'auteur prétend que ça peut être le fait d'une... allons, je ne retrouve plus mes mots. D'un tremblement de terre qui aurait affecté la dorsale médio-atlantique. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer ou est-ce que c'est pour la date que vous décrivez, j'ai pas d'informations. On a étudié ce genre de phénomène parce que quand on a fait la liste des submersions, on en a rencontré quelques-unes qui n'étaient pas associées à des phénomènes de tempête. Et donc, on s'est posé la question, si ce n'est pas un phénomène de tempête, est-ce que c'est lié à un phénomène sismique ? Dans notre tête, tsunami, quoi. Et en fait, le BRGM a travaillé sur donc le Bureau de recherche géologique et minière, a travaillé sur une liste des séismes en France. Donc on a croisé cette liste avec les événements de submersion non météorologiques. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait certains qui étaient connectés à des séismes, et il y en a quelques-uns qui ne sont même pas connectés à des séismes. Donc imaginez-vous, vous avez une vague de submersion, vous n'avez ni tempête, ni séisme. Et en fait, on a travaillé sur une hypothèse qu'on a publiée de manière pluridisciplinaire. C'est des glissements gravitaires dans des endroits où vous avez des fosses sous-marines et où vous avez des mètres cubes et des mètres cubes de vase ou de sable qui d'un seul coup viennent s'effondrer et vont entraîner une vague, parce que c'est une onde qui se propage. Et on avait notamment le cas de figure dans le vieux port de La Rochelle. Alors une fois en 1785, une autre fois en 1888. Et pour le phénomène de 1888, on a fait un truc tout bête. On a pris une carte du fond de la mer levée par les ingénieurs hydrographiques de la marine dans les années 1860, une carte levée au début des années 1900. Donc on était avant et après. Et on a point par point enregistré les coordonnées de ces points, donc latitude, longitude, profondeur. Et on a montré effectivement que avant la submersion inexpliquée, le chenal naturel qu'il y a entre l'île de Ré et la Palisse avait une certaine profondeur, je crois que c'était de l'ordre de 25 mètres. Et au début du XXe siècle, c'était plus 25 mètres, c'était 20 mètres. Et on avait la trace en rive du chenal d'un arrachage en forme d'amphithéâtre, si vous voulez, une cicatrice d'arrachement du sédiment qui nous a été confirmé par un spécialiste des glissements gravitaires. Voilà, on a fait un papier pluridisciplinaire qui nous a dit « Ah mais là je reconnais très bien la forme d'un arrachement. » Donc imaginez la rive d'un canyon sous-marin avec des sédiments qui sont meubles et qui d'un seul coup s'effondrent et qui vont entraîner une onde qui va submerger. Alors là, c'était tout près de La Rochelle, donc le vieux port se retrouve submergé. La vague fait 1,25 m, je crois, en plein été. Donc aujourd'hui, si ça arrivait avec les terrasses pleines et tout, les gens seraient quittes pour une belle frayeur et il y aurait peut-être des accidents. Bien, est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Non. Monsieur là. Ah, il y a quelqu'un. Oh, Bernard, excuse-moi.
Merci beaucoup, monsieur. Je confirme tout ce que vous avez dit pour l'île de Noirmoutier. Ça correspond exactement à votre analyse. Et je voudrais juste apporter un élément, peut-être. Les grands cimentiers, français ou autres, extraient des granulats, c'est-à-dire du sable qui vient de la Loire et qui engraisse nos plages. Et au large, entre Noirmoutier et l'Île-Dieu, on a extrait énormément de granulats et on a remarqué que l'amaigrissement des plages coïncidait avec l'extraction des granulats. Et lorsqu'on a arrêté l'extraction au large de l'île du Pilier, les plages du nord-ouest de Noirmoutier ont recommencé à engraisser. C'était juste une petite information. Alors vous savez que les collègues géologues, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage, les collègues géologues s'intéressent beaucoup à ces questions-là, sauf que les études qu'ils mènent, évidemment, ne sont pas des études aussi modiques que celles de nos pauvres sciences humaines, où il nous faut un peu d'argent pour aller dans un dépôt d'archives, un appareil photo pour photographier des archives, et puis après, c'est du temps à s'user les yeux et à chausser ses lunettes au bout d'un certain âge pour arriver à lire les archives. Les géologues, ils ont besoin de beaucoup d'argent. Et ce beaucoup d'argent, généralement, ils le trouvent auprès de financeurs. Eh bien, pour travailler sur cette question-là, il n'y a pas de financeurs. C'est bizarre, hein? Eh bien, sur ces bonnes paroles, merci infiniment, Thierry Sozo. Merci à vous. Je voulais